Si vous ne voulez pas les bruits. Merci. Bonjour, si vous nous rejoignez, merci d'être toujours présent sur ce séminaire-là. Vous savez que depuis la crise du coronavirus, nous avons institué ces cours en ligne qui permettent en fait d'avoir une certaine interaction avec le monde et de ne pas surtout rester inactif, de continuer à donner à nos entraîneurs et à nos athlètes des formations qui leur permettent de garder le lien avec la United Wrestling. Aujourd'hui, le séminaire le thème que nous allons animer aujourd'hui est toujours sur la planification. Nous allons parler essentiellement du plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, c'est quoi? Nous allons développer cela tout au cours de ce séminaire et nous aurons aussi une phase d'explication et après cette explication, bien sûr, d'exemples pratiques, et nous finirons bien sûr par un questionnaire. On pourra en fait attendre de votre part de voir en fait toutes les questions dont vous disposez en ce qui concerne la planification d'entraînement et surtout l'essentiel du plan d'entraînement. Nous commencerons en disant que vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous en utiliserez, plus vous en savez, vous en avez. Cela est une citation qui vient de Maya Angelou. Maya Angelou, en passant sur la créativité, a voulu montrer qu'en fait, c'est un phénomène inépuisable et que quelque part, cela permettait de pouvoir développer l'aspect de l'entraînement. On doit être créatif quand on est entraîneur. On doit aussi avoir la capacité de s'adapter aux situations qui sont souvent nouvelles ou qui apparaissent tout au cours de l'entraînement. Cela fait appel à la créativité. Merci. Nous poursuivons en disant que quelles activités sont dans un plan d'entraînement? En ce qui concerne l'entraînement, nous allons parler dans un premier temps de l'échauffement, ensuite des exercices. Nous parlons ensuite des techniques de lutte. Nous parlons de la lutte shadow, c'est-à-dire la lutte sans partenaire. Nous parlons ensuite de la préparation physique et bien sûr, comment est-ce que nous appliquons cela en termes ludiques, comment nous incluons le jeu, comment nous mettons en place des situations ludiques pour permettre en fait aux lutteurs de ne pas s'ennuyer, de créer une sorte de motivation supplémentaire et de dynamiser aussi nos séances. Et bien sûr, nous parlerons également des activités en fin de pratique. Lorsque nous terminons la séance, qu'est-ce que nous faisons concrètement? D'abord, commençons par l'échauffement. L'échauffement, quel est l'objectif de l'échauffement? Dans un premier temps, il s'agit d'un objectif de mettre le corps en route. Nous allons augmenter lentement la fréquence cardiaque, nous allons déverrouiller les articulations, nous allons préparer le muscle à l'activité et ensuite, de façon dynamique, nous allons entrer dans l'exercice d'abord du général, ensuite au spécifique, en commençant par des petits trous, des roulades, et bien sûr, nous finirons aussi par des pouces-pouces. En ce moment-là, nous sommes déjà dans l'activité. Bien sûr, il fallait faire aussi des exercices gymniques, des roulades, des roues, des saltos, des flip-flops. Prenons l'exemple de la fédération cubaine où les Cubains, finalement, dans leur entraînement, sont pratiquement les gymnastes accomplis. Nous parlons également des Russes qui, dans la formation, incluent systématiquement la gymnastique dans la formation. Donc, pour le lutteur, c'est un athlète qui doit être complet. Viendra ensuite la partie dynamique où nous allons mettre en place une sorte de situation hybride, un mélange de deux, dynamique et en même temps statique. Et bien sûr, l'échauffement finira par une forme d'étirement pour ramener tout ce qui est le corps préparé à l'activité, à l'entrée dans l'activité, donc dans la lutte elle-même. N'oublions pas que l'échauffement aussi, il faut être créatif à ce niveau-là. Il faut être créatif à ce niveau, c'est vraiment important. Nous prenons l'exemple de contenu de lutte. Lorsque nous parlons d'échauffement, nous avons des sollicitations cardiovasculaires, des sollicitations respiratoires, une articulation au niveau de tout ce qui est des articulations. Donc, il faut déverrouiller tout cela et on permettra en fait à un moment donné au corps d'être prêt à faire de la lutte. Si nous allons plus loin, alors sur la page qui suit, on voit que l'échauffement, si on veut définir le terme, l'échauffement en lutte sera vraiment important à chaque séance. Il va favoriser l'approche du contact, la construction du savoir chuter, préparé donc au combat de lutte, et il sera toujours progressif en 4 phases. La première phase, c'est une phase
de mise en train cardio-respiratoire, donc on va préparer le cœur, comme je disais tout à l'heure. Nous allons, où les contacts avec autrui sont bien sûr recherchés à partir des courses variées, des accélérations, des prises de contact avec le tapis. Ensuite, va venir l'échauffement articulaire. Nous allons mobiliser la ceinture scapulaire, de la colonne vertébrale, du cou, bien sûr, parce que c'est important. Et ensuite, nous allons mettre en place des compléments qui seront de l'échauffement sur les genoux, les articulations, les poignets. Il est aussi intéressant de proposer un travail de mobilisation du corps autour d'un point d'appui sur le tapis qui peut varier au niveau des mains, des épaules, du buste, le bassin, un pied, un bras. Et ensuite vient l'échauffement articulaire de façon dynamique à travers tout ce qu'on appelle les approches de la chute. Dans cette partie-là, on proposera l'exercice de déplacement quadrupédique à plat ventre, varié, position dorsale, ventrale. Et on proposera également un travail gymnique de roulade avant, roulade arrière, toujours n'oublions pas l'aspect sécurité, avec le menton toujours collé à la poitrine pour garder l'aspect sécurité, surtout quand on a affaire à des tout petits. Nous pouvons aussi aller encore dans ce qu'on appelle la gestion de l'espace arrière, où en ce moment, là, on fait des roulades arrière pour pouvoir permettre aux lutteurs de découvrir l'espace arrière et de se préparer aussi à cet espace arrière. Nous allons terminer sur la dernière partie de l'échauffement, qui est une partie spécifique. Dans cette partie-là, il s'agit de rentrer dans tout ce qui est en rapport avec les chutes pour permettre d'intégrer les repères et les règles dans les situations d'incertitude, parce que lorsqu'on fait une souplesse ou on fait un bras sur bras dessous, il est important déjà d'avoir acquis l'orientation dans l'espace pour pouvoir déjà réaliser ce type de technique. Voilà. Donc, c'est vraiment important de voir à ce niveau-là que l'échauffement se fait de façon progressive et que du général au spécifique, du petit trot à l'accélération, du déverrouillage et articulation individuelle à un déverrouillage global du corps et surtout finit toujours par un exercice du pont où on prépare le coup qui est un élément fondamental dans la réalisation de tout ce qui est technique de lutte. Revenons sur la partie suivante. Parlons ensuite des exercices d'apprentissage, exercices par la mémoire musculaire. Donc, à tout moment de la pratique, tous les exercices peuvent être intégrés dans la pratique. Et il existe 3 types de catégories. L'exercice de base, l'exercice de condition physique et, bien sûr, comme on dira, faites-vous preuve de progressivité. Alors, pour tout ce qui concerne l'exercice de base, c'est la forme la plus courante car les lutteurs existent des techniques de lutte qu'ils ont appris. Et cela, après avoir fait de nombreuses répétitions, ils commencent à l'intégrer. Alors, dès cet instant-là, sachez que le corps, les muscles, acquièrent ce qu'on appelle une capacité de mémoire musculaire, ce qui fait qu'en réalité, cela se fait de façon naturelle. Ensuite, on peut également intégrer aux lutteurs des techniques plus avancées où ils exercent à des rythmes de match où, en ce moment-là, les sensations sont beaucoup plus réalistes au niveau des lutteurs. Ce n'est pas des choses qui sont dans le vide, mais c'est des exercices qui sont appliqués. C'est aussi très important de savoir qu'à ce moment-là, les exercices qu'on va proposer sont des exercices qui permettent de pouvoir réaliser les techniques. On parle simplement souvent d'exercices auxiliaires. Certes, ces exercices ne sont pas totalement liés à la lutte, mais c'est des exercices qui préparent à des exercices de lutte. Nous allons ensuite aller sur des exercices techniques. À ce moment-là, il s'agit d'exercices qui ont rapport avec la technique. Un exemple, lorsqu'on parle de pouce-pouce, OK? Là, en ce moment, bien vrai qu'on est en train de chauffer le corps, mais en ce moment-là, on permet également aussi au corps d'apprendre des techniques. Et en ce moment-là, la mémoire musculaire retient que pour faire un pouce-pouce, il faut que le bras soit réellement tendu, il faut que musculairement, le corps soit vraiment ajusté en termes de résistance pour pouvoir faire cet exercice. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle qui sont focalisés sur une partie spécifique de la technique. Prenons le cas de la souplesse arrière. Lorsque nous mettons en place des exercices de pont, bien sûr, ces exercices permettent en fait de préparer le corps pour que les gens puissent réaliser ces techniques de souplesse. Et en ce moment-là, nous sommes bien sûr dans une forme avancée de technique, mais la préparation du corps en termes de mémoire musculaire se fait en s'exerçant à l'exercice du pont. Et donc, ce tarc, cette courbure,
cette courbure, cet angle que nous obtenons au niveau du corps permet en fait de garder cette mémoire lorsque nous faisons la souplesse arrière. Le corps est déjà préparé à ce niveau-là. Viendront ensuite ce qu'on appelle les exercices de condition physique. Dans les exercices de condition physique, l'objectif primordial sera toujours d'améliorer la condition physique du lutteur à travers la préparation physique. Bien sûr, on revient toujours sur le fait qu'il faut faire preuve de créativité. En ce moment-là, c'est très important. Allons-y sur l'apprentissage technique. L'apprentissage technique, c'est ce qui est enseigné. Ce qui est enseigné est déterminé par le coach. C'est vous, en tant qu'entraîneur, qui allez mettre en place les différentes techniques que vous allez apprendre. Donc, il y aura des façons d'introduire la technique. Il faut identifier les facteurs clés, faire des démonstrations uniquement lorsque il le faut. L'espace arrière est très important aussi, j'en parlais tout à l'heure. Et aussi, il faut incorporer dans la lutte des situations à thème. En ce moment-là, on passera dans l'exécution ou dans la réalisation, la mise en œuvre par des combats ou du sparring. Voilà. L'apprentissage technique passera par ce processus-là. Alors, bien sûr, il est important de souligner que sur l'aspect technique, nous pouvons venir ce que nous appelons sur la lutte ouverte. La lutte ouverte, elle bénéficie à la fois au lutteur et à l'entraîneur. Donc, c'est une façon d'incorporer les techniques que nous avons apprises à la pratique. En ce moment-là, on pourra l'utiliser la méthode Robin aussi, on pourra le faire sous forme nordique, on pourra le faire aussi en termes de technique d'aquarium. Là, je vous explique plus loin. Ensuite, les luttes à thème, c'est des luttes où nous viendrons sur des positions spécifiques pour pouvoir mettre en place des combats situationnels. Donc, par exemple, une jambe prise, ça lutte. Par exemple, un contrôle bras dessous et ça lutte. Par exemple, lorsque nous faisons des situations de lutte à thème au sol, la réaction de marche au sol, la défense au sol, par exemple, sur la ceinture de côté, où on donne un temps précis pour que les gens puissent réaliser la technique et celui qui en dessous défend. Ça permet en fait d'améliorer la résistance et en tout cas la défense du lutteur qui est au sol. Viendra ensuite ce que nous appelons des matchs de mouture. En ce moment-là, nous pourrons faire toujours des situations où nous mettons le lutteur qui est en dessous en situation de fatigue, on va dire fatigue extrême. Cela permet d'aller, par exemple, on peut permettre de résister pendant 5 minutes, 5 minutes, où à chaque minute, un lutteur passe sur lui, et là, ça va lui permettre d'augmenter sa résistance au niveau de l'effort. Si nous revenons sur cet aspect-là, nous allons voir que dans la proposition de la situation de lutte à thème, nous allons comprendre qu'en fait, dans cette situation-là, nous pouvons utiliser des luttes traditionnelles pour faire ces luttes à thème, ou des luttes à consigne, ou des luttes à contrôle. Ce sont des situations en fait aménagées de combat qui respectent certaines caractéristiques de l'activité de lutte. Et en ce moment-là, les luttes traditionnelles s'inspirent bien sûr des luttes traditionnelles réalisées dans le monde entier. L'exemple de sumo, on peut permettre, en mettant les lutteurs dans le cercle, en disant le but c'est de sortir l'autre. En ce moment-là, on invite les lutteurs à pratiquer la lutte sumo et justement à utiliser cette consigne-là pour pouvoir réaliser l'objectif qui est de mettre l'autre à l'extérieur de la zone. Ensuite, les luttes à consigne sont des combats aménagés où à partir d'un sous-but de l'activité de lutte, nous disons aux athlètes de réaliser ce contrôle-là. En disant que par exemple, à partir du bras dessous, nous allons permettre aux lutteurs d'aller chercher, par exemple, d'attraper une jambe. Simplement, de la consigne d'attraper une jambe. En ce moment-là, à partir du contrôle, le lutteur va se démerder pour aller chercher la jambe. Là, c'est dans le cas de la lutte libre. Mais dans le cas de la lutte gréco-romaine, nous pourrons dire, par exemple, à partir de la saisie taille, permettre au lutteur de pouvoir réaliser une technique. En ce moment, sans forcément donner d'autres informations, on va laisser le lutteur s'exprimer pour pouvoir réaliser son objectif. C'est aussi important de préciser que dans ce cas-là, on peut ajouter l'objectif de la lutte pour pouvoir donner une information supplémentaire et un objectif supplémentaire au lutteur. Et nous terminerons bien sûr par la lutte à contrôle,
qui est bien sûr des situations aménagées à partir d'un contrôle pour que les lutteurs puissent réaliser leur technique. Donc voilà un peu les situations de lutte à thème qui peuvent permettre en fait aux lutteurs de continuer à progresser et de développer chez eux des réactions qui sont des réactions et des actions et des réactions qui sont spécifiques à la lutte. Ça permet également aussi de mettre en situation de combat immédiate en jouant sur la distance, sur la hauteur et vis-à-vis de l'adversaire. Donc, ces situations à thème sont vraiment très importantes pour l'apprentissage du lutteur. Venons maintenant sur la préparation physique. Sur la force et la préparation physique. La force et la préparation physique, deux choses totalement différentes. La force du lutteur doit être développée à travers, bien sûr, des exercices généraux, mais également des exercices spécifiques. La préparation physique a pour objectif vraiment primordial, c'est de permettre vraiment au lutteur d'avoir une condition physique inconditionnelle pour que, durant les combats, ce dernier ne puisse pas perdre pour une raison de non-préparation à la compétition. Voyons le cas d'un circuit training. J'espère que ça va pouvoir lancer facilement. Voilà. Autant que la vidéo démarre.
Alors, comme vous l'avez constaté, il est vraiment important, lorsque nous parlons de cycle training, de faire en sorte que nous faisons une liste des activités que nous allons faire, parce qu'en ce moment-là, on peut pratiquer avec équipement ou sans équipement. On peut aussi faire des exercices généraux pour aller sur des exercices spécifiques. C'est important, en termes de cycle training, il faut avoir une certaine créativité. Je prends encore l'exemple d'un entraîneur qui n'avait pas d'équipement. Il a eu quand même l'intelligence d'aller couper des arbres, voilà, couper des arbres, et puis ces arbres-là, il a fait ce qu'on appelle des plots. Là, sur la vidéo, vous voyez bien qu'on a l'équipement souplesse qui permet facilement de faire ces choses-là. Mais même si on n'a pas d'équipement souplesse, il faut avoir une certaine créativité pour mettre en place des exercices bien spécifiques par rapport à la préparation du lutteur. Nous pouvons aussi faire des exercices dans le sable, des exercices avec des troncs d'arbres, des exercices avec des pneus, des exercices, en fait, une panoplie d'activités que nous pouvons mettre en place dans le but de développer la force, l'endurance physique du lutteur. Parce qu'il est aussi important que le lutteur soit préparé physiquement pour le faire. Donc ça, il est vraiment important qu'en tant qu'entraîneur, vous fassiez cette démarche-là, d'avoir une certaine créativité. Alors, parlons du côté fun, où nous parlons de gamification. La gamification, c'est qu'est-ce qui rend la lutte attrayante, qu'est-ce qui fait que les gens veulent continuer à faire de la lutte, qu'est-ce qui fait en sorte que dans la mise en place des exercices de lutte, les athlètes ont envie de continuer parce que l'aspect ludique les permet de garder justement ce côté fun malgré qu'il y ait l'effort. Donc, c'est aussi important. Il est important que ce soit attrayant. Il est important que ce soit attrayant là, lorsque nous mettons en place des exercices, qu'il n'y ait pas d'aspect négatif. Lorsque nous donnons même des feedbacks aux athlètes, il est important que nous les motivons et que nous sachions dire aussi qu'en fait, en termes de correction, il faut toujours utiliser un environnement qui permet toujours aux lutteurs d'être toujours impliqués dans l'activité. Voilà, c'est aussi cet aspect-là qui est important pour le lutteur. À un moment donné, même si la lutte est un sport d'effort, l'idée est qu'à travers le jeu, nous pouvons faire des coups. À travers le jeu, nous pouvons aussi mettre en place la sécurité. À travers le jeu, nous ferons en sorte que les lutteurs soient toujours impliqués dans l'activité pour assurer un certain succès. Donc, nous fixons les objectifs. Doivent correspondre à l'activité. Nous devons déterminer aussi ça du développement des athlètes pour mettre en place ces jeux et répondre au maximum aux besoins des lutteurs. Donc, comment concevoir ces jeux? Il faut des instructions bien spécifiques aux lutteurs pour que ces points soient intégrés, pour qu'ils soient considérés et que surtout l'aspect sécuritaire doit être pris en compte. Bien sûr, entraîneur, il faut garder une certaine flexibilité. À ce moment-là, le jeu devient quelque chose qui permet une préparation et aussi une implication des lutteurs dans l'activité. Prenons l'exemple que nous avons pris tout à l'heure par rapport à la situation de lutte. Alors, nous allons parler des luttes traditionnelles. Les luttes traditionnelles, nous pouvons les mettre aussi sous forme de jeu pour que les enfants puissent justement garder l'activité. Donc, le but, c'est de toucher le troisième appui à son lutteur, par exemple, dans le cas de la lutte sénégalaise. À ce moment-là, nous mettons ça sous forme de jeu, pour en sorte qu'en donnant un objectif bien précis au lutteur, le premier qui arrive à faire toucher son appui au lutteur a gagné. Ou celui qui arrive à toucher 5 fois l'autre lutteur est vainqueur. Il faut également prendre le cas de la lutte sumo, qui dit que pour faire sortir l'adversaire de la zone de combat, en ce moment-là, nous avons gagné. Ou si nous avons à décoller l'adversaire, nous avons aussi gagné le combat. Voilà des situations qui permettent en fait de continuer à garder l'aspect ludique de la lutte et surtout de permettre aux lutteurs d'être impliqués tout en sachant qu'on peut utiliser aussi le jeu pour pouvoir permettre l'atteinte des mêmes objectifs. Sur cet aspect-là, revenons sur le jeu. Okay? Le jeu doit être fait d'une certaine façon, pas de n'importe quelle façon. Nous devons commencer toujours des jeux de coopération, okay, vers les jeux individuels. Les jeux de coopération, dans un premier temps, le niveau 1, ce sont des jeux qui permettent d'expulser ou de priver prioritairement les autres lutteurs. Ensuite, le niveau 2, on va agir au contact pour retourner vers un statut indifférencié. Et le troisième niveau, qui est bien sûr le niveau supérieur, c'est de renverser sans lâcher. Ça permet d'enchaîner des actions statuellement debout. En ce moment-là, on commence à permettre aux lutteurs de pouvoir appréhender la chute depuis la situation debout. Donc voilà, c'est important de voir en termes de jeu, quand on met en place ces jeux, de voir aussi ce niveau-là, depuis la coopération jusqu'au jeu individuel.
la fin de séance. Lorsqu'on finit sa séance, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut prendre le temps de se rafraîchir et aussi faire en sorte que la fréquence cardiaque redescende plus doucement. Il faut aussi garder cette flexibilité, donc revenir sur les étirements pour que le corps revienne à son état initial, et cela permet également de prévenir les blessures. Il faut aussi prendre le temps d'échanger sur la pratique de ce qui s'est passé durant la séance et mettre en valeur, bien sûr, ceux qui ont eu les meilleures performances pour pouvoir dire c'était très bien. Ne pas oublier que c'est important de souligner cela parce que en tant qu'entraîneur, il est important de garder la tête motivée. Il faut aussi renforcer les compétences mentales ou dit sur l'aspect mental, il est incontournable, il est essentiel de dire aux lutteurs ce qui fonctionne bien, sur quel point ils peuvent encore aussi s'améliorer. Et bien sûr, c'est le moment aussi d'annoncer à l'équipe s'il y a des choses qui vont avoir lieu les semaines à venir. Donc, le retour au cadre doit être une expérience positive. Moi, je parle souvent de faire des moments de relaxation, de yoga, pour pouvoir permettre aux lutteurs de pouvoir justement intégrer le corps dans sa situation de départ. Voilà. Donc, repartir chez eux, les athlètes doivent repartir chez eux en étant tranquilles, ce qu'on appelle communément le cool-down, en étant tranquilles, et rentrer chez eux sans forcément, sans surexcitation. Surtout si on a des élèves, c'est aussi important de le faire. Voilà, des questions en rapport avec ça, bien avant les questions, je vais quand même faire un petit point sur ce séminaire-là, sur le contenu de la séance de lutte. Donc, il est important d'abord de partir des exercices préparatoires, d'entrer dans les jeux de lutte, ensuite d'aller dans les situations de lutte à thème, des situations d'apprentissage et de finir toujours par les combats. Parce que cela permet en ce moment aux lutteurs de pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris. Donc, si nous prenons sur les objectifs de chaque partie, l'exercice préparatoire, c'est pour solliciter l'aspect cardiovasculaire, la respiration, les articulations. Ça permet de renforcer les grands groupes musculaires au niveau de la lutte. Ça permet également de développer la coordination générale, la maîtrise du déplacement des appuis et de l'espace arrière. Si nous venons sur l'aspect des jeux, ce sont des situations de lutte qui sont jouées, qui permettent ensuite de préparer les lutteurs à un travail spécifique. Et bien sûr, en fin d'échauffement, c'est aussi important de mettre pour les autres publics sous forme de jeu. Cela permet de rentrer dans l'activité sans forcément, sans appréhension, et ça permet de faire émerger, de nouveaux comportements pour pouvoir les réinvestir, les comportements de base, pour les réinvestir plus tard en lutte, en apportant une évaluation et un enthousiasme dans le cadre d'un affrontement vraiment élémentaire. Si nous allons sur les situations de lutte à thème, de lutte à consigne, de lutte à contrôle, le but, c'est toujours de permettre une situation de combat immédiate en jouant sur la hauteur, la distance vis-à-vis de l'adversaire. Ça nous permet aussi de développer chez le lutteur des actions et des réactions qui sont spécifiques à la lutte. Et bien sûr, ça permet aussi de découvrir les règlements de référence. Et cela donne aussi des situations aux lutteurs qui doivent réfléchir comment trouver eux-mêmes des solutions adaptées en attaque comme en défense à partir d'un contrôle. Pour finir, lorsque nous parlons de retour au calme, c'est le moment pour le lutteur de pouvoir justement récupérer tout son investissement, récupérer sa concentration, pour pouvoir repartir chez lui en étant vraiment disposé sans excitation supplémentaire. Voilà. Pour terminer ce séminaire, je dirais simplement une seule chose, soyez créatifs. Soyez créatifs parce qu'un entraîneur, lorsqu'il fait un entraînement, doit penser à ce qu'on appelle la variabilité de ses activités, doit penser à ce qu'on appelle casser la routine, doit penser à ce qu'on appelle à l'innovation, parce que ce n'est pas parce que cela n'a pas été fait auparavant que ce n'est pas possible. L'innovation fait aussi appel à la sortie de sa zone de confort, faire les choses autrement pour pouvoir arriver à des objectifs bien spécifiques. Voilà. Je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le séminaire. Restez toujours sains et saufs chez vous parce qu'en ces situations de coronavirus, c'est important de garder quand même la santé en premier plan. Et bien évidemment, pour toute question, n'hésitez pas à me contacter à mon email personnel ou aller visiter le site de la United Wrestling Academy ou
en écrit directement à vincent.aka@unitedworldteam.org. Merci et à très bientôt, à la semaine prochaine.